Merci à tous ceux qui sont dans la salle. Donc je vais commencer ce talk en faisant un tout petit peu de... déjà, présentation des gens que vous allez voir dans la salle. Moi, je m'appelle Frédéric Hatz, je suis là pour faire l'introduction. La valeur, elle est derrière moi, avec les différents architectes que vous allez voir passer, que ce soit Thiago, Pierre, Yacine et l'autre Pierre. En introduction, sur quoi je voulais revenir, c'est Microsoft, vous êtes dans la salle, merci. Merci de vous être levé tôt. Microsoft et Open Source Experience. Et donc, en fait, j'ai fait ça sous forme un peu de série Netflix. Donc, dans la relation Microsoft et l'open source, il y a eu une préquelle, il y a maintenant 21 ans, sur lequel, globalement, ça n'a pas pris, c'était une erreur, c'était pas une bonne lecture du marché. Et depuis, on a fait évoluer les saisons. Et j'ai repris un peu les thématiques de... Moi, ça fait effectivement un bon moment que j'interviens dans le monde open source. Et finalement, des thèmes qu'on a voulu porter. Il y a quelques années, on est venu beaucoup vous expliquer comment justement on s'est transformé et comment on a appris à voir la valeur de l'open source et voir quelle place on pouvait prendre dans l'open source en termes de contribution, d'apprentissage, de collaboration, d'échange. Et ça, c'était grosso modo la saison 1. Si vous vous souvenez, c'est le I Love Linux. D'accord ? La saison numéro 2, c'est ce qu'on a évoqué dans les 2-3 dernières années avec mon partenaire in crime, Franck Villaume à l'époque, qui était de dire, ça, dans l'apprentissage qu'on en a fait, on a vraiment intégré l'open source dans... Et quand je dis intégrer, c'est au sens échange, hein, dans nos offres, dans notre plateforme. Et aujourd'hui, le cloud Azure, puisque c'est le sujet que je porte, est un cloud qui peut être ouvert de très haut dans les couches que l'on peut faire tourner, et on va y revenir, jusqu'à très bas, puisqu'on va jusqu'à l'open compute, où globalement, on peut avoir une plateforme qui est le plus ouverte possible. En tout cas, c'est le sujet qu'on a... Je vous invite à regarder les sessions de Open Source Experience l'année dernière. C'est le sujet qu'on a développé dans les saisons précédentes, dans la saison 2, avec un autre sujet qui est une courbe d'apprentissage qu'on a eue, c'est aussi de voir comment l'open source dans une supply chain, dans une chaîne de valeur, ça nécessitait vraiment d'avoir une approche cohérente de A jusqu'à Z. C'est-à-dire non seulement contribuer upstream, mais aussi s'assurer qu'on alimente et qu'on a une approche cohérente avec les communautés, avec le fait de vraiment construire notre chaîne de valeur de A jusqu'à Z. Et c'est pour ça que vous nous voyez aussi présents, enfin, en l'occurrence par mon intermédiaire, sur les sujets de gouvernance open source, puisqu'on part du principe qu'aujourd'hui, le numérique est partout. L'open source est partout dans le numérique. Et donc, c'est important que les organisations comprennent que il faut intégrer une chaîne de valeur open source de A jusqu'à Z et ne pas scier la branche, ne pas se comporter en freerider. Et du coup, on attaque la saison 3. Et la saison 3, qui est aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de se dire, une fois qu'on s'est dit ça, et ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, je suis à votre dispo, comment aujourd'hui on tourne ça sur comment mettre en place des infrastructures open source modernes qui permettent d'innover. Alors, nous, on n'est pas les véhicules d'innovation uniques, mais en tout cas, on peut la supporter de manière extrêmement forte. Et c'est ça qu'on veut développer aujourd'hui. Puis on essaiera de couvrir en quatrième, enfin en saison, vous donner un petit spoiler sur la saison 4, en deuxième partie, sur effectivement un sujet qui est vraiment comment être développé, avoir une approche de l'informatique éco-responsable, sur lequel on a aussi des choses que l'on essaye d'apporter. Je vous passe ça, c'est la slide marketing du deck, pardonnez-moi mes collègues, mais juste pour revenir sur le côté infrastructure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des aspects technologiques que j'évoquais, ce qu'on constate de manière extrêmement importante, c'est le cloud est intégré dans les organisations, ou que les organisations souhaitent mettre le curseur dans leur choix stratégique, et que du coup, on a de plus en plus d'organisations qui, à la fois, et là c'est vraiment toute technologie confondue, hein, de plus en plus d'organisations qui se préoccupent d'avancer vite, et c'est pour ça qu'on veut justement vous alimenter vos réflexions de ce point de vue-là, de vraiment considérer l'infrastructure, et j'entends infrastructure au sens... infrastructurel du terme, hein, les VM, etc., le monter d'un cran et se dire qu'effectivement, c'est comment on construit une infrastructure qui sert le business,
qui globalement délivre des nouvelles applications et permet de moderniser l'ensemble de l'organisation, puisqu'en fait le numérique est partout. Bien évidemment, sans oublier une notion de sécurité. Tout le monde a vu que ces derniers temps, la sécurité est un élément clé qu'il fallait absolument prendre en compte. Et du coup, j'en viens à quelques termes importants pour ponctuer mon intro. La cloudification, hein, pour prendre un terme, mais globalement du cloud partout où où du cloud operating model partout. Hein, c'est comment je distille des composants cloud, y compris dans mes environnements qui ne sont pas forcément sur le cloud public. L'indépendance numérique, c'est quelque chose qui est effectivement quelque chose qui flotte partout et je dis bien et je différencie indépendance numérique de souveraineté, qui est une problématique d'État. Indépendance numérique, c'est un sujet légitime et on revient sur le côté de la supply chain informatique qui est extrêmement importante à prendre en compte. Et puis mon point business outcome, hein, c'est vite maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les infrastructures, il est important, impératif de pouvoir délivrer. C'est à la fois se moderniser, mais aussi pouvoir créer de nouvelles applications. Les métiers, les directions générales veulent être à la page du cloud, intégrer le cloud dans leur business. Et du coup, nous, autour de la table, on est obligé de délivrer assez rapidement. D'où le fait et bien évidemment, je garde mon spoiler en petite touche, bien évidemment ça dans un environnement où, de toute évidence, la responsabilité numérique, qui est dans son ensemble d'ailleurs, mais notamment vis-à-vis du développement durable, est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans ce qu'on met en œuvre. Sur ce, comment on peut effectivement mettre en place des architectures le plus rapidement possible et le plus efficace possible? Logiquement, je vais arrêter de parler avec ma casquette marketing pour laisser la place à des gens qui voient des clients tous les jours et qui font des architectures tous les jours. Thiago et Pierre. Merci Fred. Effectivement, on a beaucoup d'histoires à raconter par rapport au cloud. Beaucoup de nos clients en fait se présentent de plus en plus pour nous demander comment le cloud Azure pour supporter. Est-ce que vous pouvez m'entendre mieux? Ok. Pour supporter les opérations des systèmes ouverts. Donc, en tant qu'enthousiaste open source, en fait, à chaque fois, je suis un peu étonné par comment Microsoft, effectivement, arrive à déjà supporter des systèmes comme des systèmes d'exploitation et aussi des infrastructures nouvelles comme des Kubernetes, mais aussi, en fait, d'intégrer ceux que la communauté est en train d'utiliser. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur ce qu'on peut faire avec Azure Arc en connectant de Kubernetes. L'idée de la démo, c'est de vous montrer rapidement les possibilités. Et on va faire une petite démonstration par rapport à le GitOps activé en mode déploiement d'applications avec des Kubernetes connectés. Okay. Si je ouvre ici mon dashboard Arc, vous voyez, en fait, Arc, c'est une technologie Azure en fait, qui permet exactement d'enabler des infrastructures on-prem ou dans un autre cloud provider et de les avoir gérées directement dans Azure comme un single pane of glass. Donc, c'est-à-dire en fait qu'on a une vision générale de toute l'infrastructure que nos clients peuvent avoir, des serveurs physiques, des VM sur VMware, des VM sur AWS, pardon. Et toute cette infrastructure elle va être disponible ici pour gérer à partir de dashboard Azure. Donc, si on voit ici plus et spécifiquement la partie de Kubernetes, en fait, ce que vous voyez ici, est-ce que c'est visible? J'ai besoin de faire un zoom. C'est bon. Donc, ce que vous voyez ici, spécialement ce Jesus Group ici, OSCXP, c'est des clusters que j'ai connectés pour les gérer. Donc, il y a des Kubernetes AKS, qui c'est notre Service Manager Azure. Il y a des Kubernetes OKS, GKE, et un petit self-hosted K3S que j'ai implémenté aussi. Et quand on clique sur, on va dire, un GCP ici, on voit qu'il y a effectivement des informations sur ce cluster qui est live. Hein, ce cluster existe derrière. Et je peux avoir en fait la visibilité des informations sur ce qui, en termes de namespace, en termes de workload,
et en termes de même des pods, déploiement et tout ça. Pour ce serveur, il n'est pas disponible ici. Je sais que pour l'AKS, il va être disponible pour que vous pouvez avoir la visibilité de ce que je parle ici. Voilà, la visibilité, elle vient exactement faire ce qu'on a avec la kubectl ligne, mais d'une manière graphique. On peut gérer tout ça. Et en plus de ça, on va avoir des informations aussi des définitions de déploiement et aussi modifier directement ces éléments ici si on veut. Bon, ce n'est pas la bonne pratique, c'est pour ça qu'on va parler des GitOps, une manière de gérer des déploiements et des états des clusters d'une manière centralisée à partir d'un Git, à partir d'un repository, et avec la possibilité de connecter toutes les Kubernetes avec Azure Arc, on a aussi la possibilité de déclencher avec le GitOps pour des Kubernetes, n'importe dans quelle plateforme, n'importe dans quel flavor, en fait, des déploiements d'applications d'une manière centralisée. Donc, si je viens ici sur la partie GitOps, j'ai la possibilité effectivement de créer des déploiements. Et c'est là où j'ai dit que je suis toujours étonné par comment Microsoft arrive à inclure ces genres de produits open source dans notre outil de cloud. C'est que ce qu'il y a derrière de GitOps pour un Kubernetes, c'est un Flux. Un Flux, c'est très connu de la communauté. C'est un orchestrateur en fait des états désirés pour des clusters qui va regarder exactement s'il y a un changement dans le Git ou dans un autre repository et décliner ça en déploiement, en modification par exemple des réplicas et tout ça. J'ai fait un déploiement sur deux le AKS et le K3S que vous voyez en fait, c'est des petits déploiements en mode pod info qui me permettent en fait de voir les états de ces deux clusters. Ça, c'est dans le K3S où j'ai géré en fait exactement le port forward pour vous montrer un état. Et ça, c'est dans l'AKS. Okay. Et tout ça, c'est lié à un sockgit. Je vais vous montrer en fait ici dans le VS Code la structure en fait de Git. Que pour ceux qui connaissent un petit peu la structure de GitOps, c'est normalement divisé entre ce qui est infrastructure. Et là, j'ai effectivement, par exemple, des NGX, des Redis, des choses. Et j'ai avec des outillages d'excellence de la communauté Kubernetes. Et la partie application, que je peux avoir, par exemple, une base qui s'est partagée par rapport les environnements, et aussi des spécifications particulières à chaque environnement. Par exemple, si j'ouvre ici la partie staging, on va voir que le pod là que j'ai défini, il y a bien la version 2.1. Et pour cette version spécifiquement, cela c'est la version qu'on voit sur l'AKS, parce que je sais qu'il y a la définition par exemple de Application Gateway c'est une dépendance de load balancer d'entrée pour l'AKS. C'est bien cela que vous voyez. Et dans le même repository, j'ai la partie que j'ai appelée production, que c'était un repository déjà réutilisé par des démos Azure. Donc, j'ai utilisé la production pour le K3S et le staging pour le AKS. Pour le K3S, vous voyez bien en fait que ma version est 6.2.2, c'est la dernière. Et c'est cela qui s'affiche ici à derrière pour ma version de K3S. Disons, si je veux effectivement faire un changement de version, je vais faire un downgrade ici. OK. Donc, je sauvegarde. Je croise mes doigts pour que le réseau ne fasse pas l'effet démo. On va faire un downgrade ici. Hop. Faire un commit et je vais faire push. Et je vais vous montrer en fait comment, dans le concept de GitHub, ce qui se passe, c'est que je vérifie de temps en temps mon repository pour savoir s'il y a des changements. Et c'est le Flux qui fait ça, effectivement. Donc, quand on va regarder qu'est-ce qui est en train de se passer pour
l'état de mon K3S. GitOps. Vous voyez, il y a une configuration qui a été déployée, c'est-à-dire en fait, j'ai dit qu'il y a dans ce cluster un tel repository que je vais vous garder là les états et aussi les applications qui vont être déployées. Et à un moment donné, il va vérifier que l'état est non conforme. Ça prend ici dans le cas max 1 minute, parce que c'était le 5 intervalle que j'ai mis ici par défaut. Donc, à bientôt, on doit avoir quelque chose qui va s'afficher en termes de non-conformité. En attendant que ça s'affiche, ce qu'on pourra aussi démontrer en termes de fonctionnalités, il ne faut pas perdre en fait, le moment qu'il change de version. Ça a déjà changé, c'était plus vite qu'on pouvait faire de refresh. Mais en fait, la conformité, parce que c'était juste un item, donc c'est pour ça que ça se passait vite. Il va dire que c'est non conforme. À ce moment-là, il va déclencher des actions côté cluster en disant, OK, c'est quoi la non-conformité? OK, une version a changé sur ce déploiement, donc il faut que je redéploie ça, et le flux, en fait, va s'en charger de ça. Donc, vous voyez, en fait, la possibilité là, de faire de gestion centralisée et de déploiement à plusieurs types d'infrastructures différents. Là, on est en train de parler des Kubernetes managés plutôt pour tous les cloud providers, mais de tout ce qui s'est supporté par la CNCF comme la version de Kubernetes Graduated, elle est supportée par Microsoft derrière avec Azure Arc. Donc, ça va permettre effectivement de faire une connexion pour un parc très divers de Kubernetes. Je ne sais pas si je passe 1 minute. Et je veux finir la démonstration juste pour vous montrer la richesse aussi d'avoir, par exemple, une gestion d'un Kubernetes dans un autre cloud provider. C'est que Microsoft, comme on a un dashboard de policy, okay, on a la possibilité d'avoir une même politique de sécurité ou de vérification d'assessment par rapport à toutes ces Kubernetes. Donc, imaginons en fait qu'on a déjà le déploiement centralisé avec une infrastructure diverse. On a aussi la possibilité de faire une vérification dans un single pane of glass des assessments des politiques qui vont être activés par Azure Arc dans ce cluster. Si on va ici rapidement, et ça c'est mon dernier mot, Pierre, c'est juste pour vous montrer en fait qu'il y a, quand on clique sur la partie Azure Policy, tout un détail de pourquoi et comment la non-conformité elle était flaguée, en donnant même des steps de rémédiation pour rendre en fait ce Kubernetes dans un état d'hygiène de sécurité à un bon niveau. Donc ça, c'est quelque chose de très apprécié par nos clients parce qu'effectivement, ça ne donne pas que juste la vision d'assessment, mais ça donne aussi les steps qu'on a besoin pour rendre toutes les Kubernetes, dans ce cas-là, à un niveau de sécurité minimum. Merci. Merci Thiago. Donc comme vous pouvez le voir, la démo c'est toujours mieux que le speaker marketing. Là, pas de peau pour vous. Marketing, c'est le moment. Alors, on va essayer d'aller beaucoup plus vite que prévu. Ce que Thiago vous a démontré, c'est notre position sur l'hybridation. Voilà. Donc, on travaille avec de l'open source. Tout à l'heure, en introduction, Fred a dit ça fait des années qu'on fait des prequels, et puis des saisons 1 et des saisons 2, etc. Et la démo de Thiago, c'était de dire, en fait, maintenant, les composantes open source, elles font partie du paysage. Elles sont soit intégrées directement dans nos fabriques, donc nous utilisons des composants open source dans nos fabriques, ou au contraire, on les met à disposition des utilisateurs avec des look and feel sympathiques, mais en réalité, on utilise le best of breed de toutes les composantes open source. Et le nœud de la démonstration de Thiago aujourd'hui, c'était le fait de pouvoir utiliser Azure Arc. Qui connaît Azure Arc dans la salle? Très bien, c'était ce que j'attendais. En fait, on ne connaît pas très bien Azure Arc. Alors, marketing. Azure Arc, c'est notre façon de dire on met en avant l'hybride.
Et l'hybride, c'est quoi? L'hybride, c'est de pouvoir dire qu'en réalité, vous avez tous des data centers de chez vous, des données qui sont dans des outsourceurs ou des hébergeurs, dans le cloud Azure. J'espère que vous utilisez le cloud Azure souvent. Donc, Azure, AWS, GCP, etc. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans des situations où il y a un peu un environnement très hétérogène, hétéroclite, pas forcément ultra simple à concentrer et administrer avec une seule méthode. Et donc, ce que l'on propose au travers de la démo de Thiago, c'est justement d'aborder l'hybride sous l'angle de ce que les Américains appellent single pane of glass, donc un seul point d'entrée, une seule méthode d'administration, un seul script qui fait tout, etc. On peut le faire avec Azure Arc. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle j'interviens juste après Thiago, c'est celui qui sait, c'est celui qui fait la promo, et c'est que en plus de dire, on a pas mal d'outillages qui sont sympas pour pouvoir vous aider à travailler toute cette partie hybride et open source, mais en fait, il y a aussi, il ne faut pas oublier, science sans conscience, tout ça, c'est le fait d'aborder les choses quand même avec méthode. Donc là, vous avez remarqué, j'ai mis un petit silence pour que ça fasse style, c'est important. Donc aborder avec méthode, ça veut dire, oui, on a de l'infrastructure, oui, on a des outillages, mais on va les utiliser correctement pour pouvoir penser bien à tout. Et le dernier élément de la démo de Thiago, c'était de dire, les gars, faites gaffe aussi, on a aussi des outillages que vous pourrez découvrir sur Azure, mais qui vont s'occuper, ça s'appelle des policies, qui vont s'occuper de checker la compliance. Hein, on est vraiment dans le bon truc, donc de vérifier que justement tout est conforme et cohérent avec vos conditions de sécurité, avec les éléments dont vous avez besoin. Et donc, quand on parle de méthode, il y a toujours 3 piliers, etc. Donc là, le premier pilier, on l'a abordé, c'est la partie hybride. Cette partie hybride, vous pouvez la manager avec des outillages comme Arc. La deuxième partie, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la résilience. Qui implémente de la résilience aujourd'hui dans ces infrastructures? Là, logiquement, tout le monde lève la main. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui a levé la main, donc il va falloir lire le slide qui est ici. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est que votre application, et donc on monte d'un cran, votre application, le service que vous rendez à vos utilisateurs, il fonctionne tout le temps, quoi qu'il arrive. Et donc on prévoit dans l'architecture, dans l'infrastructure, dans les outillages, dans les configurations, on prévoit que ça va arriver. Parce qu'en fait, réfléchissez pas en termes de probabilité, du style ouais, ça tombe, mais vachement rarement. En général, le truc, quand on dit celui-là, il tombe vachement rarement, c'est le truc qui va tomber le jour de la mise en prod, c'est sûr, c'est certain. Shit happens. Que disait Saint Werner? Vous connaissez Werner Vogels? Saint Werner, le CTO d'Amazon, celui qui a inventé tant de choses, le papier Dynamo, etc. Il dit « Everything will fail all the time », avec un meilleur accent, mais en tout cas, il dit ça. Donc, de toute façon, c'est certain que vous êtes sûr qu'il y a un élément dans votre infrastructure ou dans votre appli qui va tomber. Et donc, il faut que votre appli, elle soit résiliente et qu'elle ait cette capacité à tenir le choc. Bon, mais pour ça, je peux faire aussi la promo des architectes dont Thiago fait partie et dont Yacine fait partie et qui vous fera une démo tout à l'heure. Il y a des architectes qui sont là pour vous aider, pour dire, ok, là, il faut penser à faire de la sauvegarde, de l'équilibrage de charge, de la scalabilité, etc. Il faut les mettre en œuvre pour que même si vous utilisez les meilleurs produits, de toute façon, il y a une merde qui va arriver et il faut la devancer et avoir cette résilience. Et le dernier point, comme ça, vous en aurez fini avec les beaux discours. Le dernier point, c'est la sécu. Et là, je réajoute un silence. Mais celui-là, il doit être pesant. La sécu. Donc, ouais, hybride, tout ça, c'est super. Ouais, on est super résilient, c'est génial. Mais une fois qu'on est résilient et que derrière, il y a eu une attaque et qu'on a un beau ransomware, le ransomware, il sera résilient aussi. Je vous le dis comme ça, tout debout. Donc, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Et pour ça, vous avez des méthodes aussi, vous avez des produits. Une des méthodes dont vous avez certainement entendu parler de très nombreuses fois, qui est reconnue vraiment sur le marché, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. Zero Trust, c'est déjà une bonne approche, c'est une première approche qui va permettre de dire, lorsque je développe mes applis, lorsque je crée mes architectures, lorsque je déploie tous ces éléments, en effet, je vais réfléchir Zero Trust. Et donc, je vais me méfier de tout ce qui m'arrive. Je vais considérer que tout ce qui m'arrive arrive de l'Internet, même si je suis dans mon réseau privé. Mais je considère que ça vient depuis l'Internet parce que peut-être qu'il y a un mec qui a réussi à passer outre. Et puis, je vérifie qui m'appelle, les identités. Ouais.
savez, admin password, San Francisco, tout ça. Bon, ben, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Donc, juste ce petit message rapide de transition avant de passer la parole à Pierre. Pensez bien à ces 3 piliers. Donc, vous pouvez avoir les meilleurs outils que vous voulez, vous pouvez avoir les meilleurs clouders, les meilleurs hosters, les meilleures architectures. Derrière, science sans conscience, tralali, tralala, il faut que vous mettiez en œuvre quand même un peu de méthode dans vos architectures et vos infrastructures. Et cette méthode, elle n'est pas très compliquée. Ces 3 piliers, hybride, résilience et sécurité. Voilà, j'en ai fini pour la partie promo. On va passer sur des vrais sujets maintenant qui sont importants. Et je passe la parole à Pierre pour pouvoir aborder des choses. Mais Pierre, tu as un autre pilier du coup. Mais d'abord, on peut t'applaudir. Absolument, oui. Et donc, le fameux 4e pilier et la prochaine saison, c'est comment on va pouvoir justement développer de manière green. Une fois qu'on a développé de manière sécurisée, eh ben, il faut maintenant, et ça je pense que tout le monde est sensibilisé à ça aujourd'hui, je vais rester derrière le micro, pour justement développer green. Et je vais vous faire une petite histoire, puisque c'est une histoire qui a démarré maintenant il y a 2 ans, autour d'une fondation qui a été créée par Microsoft avec Accenture, Avanade, BCG, tous ceux que vous voyez, Intel, tous ceux que vous voyez tout en haut, les logos. C'est une fondation qui est basée sur la Linux Foundation, qui a pour mission de sensibiliser les développeurs au développement d'applications green. Et donc, tout ce qui est produit par cette fondation, ce sont des projets open source. Et je vais y revenir, il y a 2 grands axes que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis après, il y a une démo qu'on va vous faire autour d'AKS, puisqu'on a gardé un thème aujourd'hui autour d'AKS. Je fais une petite publicité à un événement qui va avoir lieu le 10 novembre, donc c'est demain, où on va faire un certain nombre d'annonces. Et ces annonces-là, en fait, on voulait faire en avant-première aujourd'hui pendant la session, en tout cas une partie des annonces. Et on va donc annoncer des produits et des objectifs derrière justement le développement d'applications green. Une petite parenthèse sur un article de blog qui a été posté par notre président Brad Smith, qui est responsable justement de ce sujet green, responsable de d'autres sujets aussi, mais c'est lui qui a l'ownership des sujets green. C'est une étude qu'on a fait avec le BCG qui montre une chose que je trouve intéressante. Tout le monde part de green, toutes les sociétés partent de green aujourd'hui. Il y a des recrutements qui se font. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de recrutements qui se font en interne en disant, ben voilà, toi, tu as peut-être des sensibilités autour du green, du coup, tu vas devenir responsable green dev. Mais en fait, on se rend compte qu'il y en a moins de la moitié qui est formé en fait à ces sujets. Donc, il y a une problématique de skilling, de formation derrière ces sujets. Et évidemment, là, on parle développeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la fondation. Il faut se former à ça. Donc, on a commencé à faire un certain nombre d'outillages et on a publié des articles et même des formations. Je vous ai mis les liens sur les différentes formations pour justement sensibiliser, expliquer comment faire des applications green. Et donc, on a publié des principes de développement qui sont au nombre de 8, donc qui sont des principes très, on va dire, fondamentaux. Qui explique par exemple des choses très simples, c'est en fonction du mix énergétique du pays dans lequel vous faites tourner votre applicatif, est-ce que c'est le bon moment de lancer votre machine d'apprentissage qui va tourner pendant 8 heures? Est-ce que si je peux la décaler de 2-3 heures, ça serait pas mieux parce que finalement le mix énergétique dans le pays dans lequel vous tournez est mieux, et ça vous connaissez les heures creuses et les heures pleines, et en France ça fonctionne plutôt bien. Et en plus il existe des API là-dessus qui permettent justement d'informer et de vous optimiser ou en tout cas modifier votre application pour les faire tourner au bon moment. Et on a publié donc des formations et on a aussi publié des principes justement de comment on va mesurer finalement l'impact énergétique d'une application. Et donc on a publié c'est un des premières publications assez fortes dans nos standards de la fondation, donc ça a été signé et co-signé par tous les acteurs de la fondation, du mode de calcul de développement d'une application. Et donc la fonction, vous la voyez juste en dessous, c'est qu'on va multiplier l'énergie consommée par le logiciel en kilowatts par les émissions marginales, donc ça c'est justement ce qui est émis par les émissions de carbone dans le pays dans lequel vous le tournez. À ça, on ajoute évidemment l'infrastructure qui fait tourner votre application. Donc là, il faut regarder quel serveur j'utilise, quelles sont les infrastructures techniques, les réseaux, les choses comme ça. Et évidemment, vous le multipliez par
l'application fonctionnelle. Si vous avez un utilisateur qui est connecté à votre application versus 1 million, évidemment, ce n'est pas le même impact. Donc, c'est comme ça qu'on va mesurer l'impact environnemental des émissions de carbone de votre application. Et là-dessus, on va pouvoir venir jouer en modifiant justement ces différents paramètres dans votre application. Et évidemment, la partie fonctionnelle R, si vous mettez moins de fonctionnalités, vous allez moins consommer. Mais ça, évidemment, il faut le synchroniser avec vos équipes marketing. Et évidemment aussi votre applicatif en tant que tel, comment vous allez modifier et optimiser votre application pour qu'elle consomme moins. Et là, je prends souvent l'exemple, puisque j'ai travaillé avec VLC, que vous connaissez, hein, qui est un acteur français dans le player vidéo. Ils ont optimisé leur décompression vidéo, ils l'ont déporté dans le GPU, pour les PC qui ont un GPU, et ils ont obtenu une optimisation de 20% des émissions, de la consommation électrique de l'application. Tout simplement parce qu'un mode de décompression, l'algorithme de décompression, si vous le faites sur le processeur central ou le GPU, on se rend compte que finalement, ça consomme moins sur le GPU parce qu'on le fait en moins de cycles. Et si l'ordinateur possède un GPU, on va basculer sur le GPU. C'est un exemple qui est assez simple et c'est un exemple qu'on peut reproduire facilement, en tout cas dans d'autres types d'applications, pour optimiser son code et le faire tourner au bon endroit. Et là-dessus, maintenant, on va faire une petite démonstration avec Yacine sur justement la partie AKS et comment on va venir optimiser justement son environnement Kubernetes pour qu'il soit plus green. Merci. Hello tout le monde. Alors, il n'y aura pas de démo là en ce moment. Par contre, je vais vous pointer vers une vidéo qui a été tournée à la KubeCon récemment, qui montre une démo de Kubernetes Carbonware. On va y arriver dans un instant. Juste pour le contexte, je suis Cloud Solution Architect et occasionnellement, je travaille en tant que Product Manager pour AKS, Azure Kubernetes Service, sur le sujet de sustainability spécifiquement. Donc Green IT, Green Software. Et là, si vous allez sur ce lien-là, vous allez trouver un pointeur vers une guidance sur quels sont les patterns que vous pourrez implémenter pour rendre votre plateforme AKS sustainable. Et on va clarifier ce qu'on cache derrière le mot sustainable. Donc l'idée est que un AKS, Azure Kubernetes Service, qui est sustainable, il a deux dimensions. La première, c'est la carbon efficiency. Retenez, c'est de l'optimisation. La deuxième notion, c'est la carbon awareness. Carbon awareness, on va parler de comportement, de behavior. Donc Pierre vient de parler de l'énergie mix. Combien de carbone se trouve dans l'électricité qui tourne en ce moment. Et mon application doit prendre en compte cette énergie mix. Quand je fais tourner mon application à 7 heures du soir, l'énergie mix est plus green. Si je fais tourner mon application par exemple à midi ou à 13 heures, il y a plus de tension, donc l'électricité est moins green. Et donc en fonction de la greenness de l'électricité, on va pouvoir prendre des décisions. Okay, donc retenez juste carbon efficiency, optimisation, ensuite carbon awareness, c'est des comportements. Okay. Et là, c'est une petite slide pour dire que vous pouvez déjà commencer à faire de l'implémentation, de l'optimisation. Ce qui est dispo aujourd'hui, c'est la guidance. Et la guidance, je tiens à le redire, c'est qu'il est basé sur les Green Software Patterns qui sont agnostiques. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on les a traduits à la sauce AKS. Voilà ce que vous pourrez utiliser. Il y a un self-assessment qui vous permet d'utiliser les patterns, les guidance. Donc, les questions sont pondérées en quelque sorte. Et ça vous donne un petit score. Donc, ça vous aide à l'utiliser. On prévoit aussi de sortir une archi de référence. C'est dans la roadmap. Et également, il y a des features qui vous permettent d'optimiser vos workloads sur AKS. Je cite Vertical Pod Autoscaler. Lui, ce qu'il permet de faire, c'est donner plus ou moins de CPU et de RAM à votre application. Et donc, on est là vraiment sur l'aspect efficiency, optimisation. Et tout à droite, vous avez Carbon Awareness. Donc, on va la découper. Elle-même, on va la définir en 3 catégories. Region Shift, Time Shift et Demand Shift. Region Shift, c'est qu'on va changer la localisation ou le pays dans lequel je fais tourner mon workload. La France tourne sur du nucléaire, donc il est plus green que plein d'autres pays. Et rien que le fait de faire tourner son workload en France, ça réduit les émissions de carbone. La deuxième notion, c'est le time shift. Donc on va jouer sur le temps. Comme on l'a dit, l'intensité carbone change sur la journée. Et demand shifting, demand, c'est dans le sens consommation. Donc quand l'énergie n'est pas green, je réduis ma demande. Ou à l'inverse, quand l'énergie est plus green, j'augmente ma demande. Désolé pour les termes en anglais, c'est à force de... Ce que je vous montre ici, ce n'est pas une roadmap, c'est simplement une vision de ce qu'on peut mettre en place.
D'accord. Et l'idée, c'est faire de l'awareness par rapport à nos clients et derrière que vous vous projetiez pour dire, OK, ce use case de carbon awareness, je peux l'appliquer pour mon application de Tartampion chez moi. Donc, je vous montre ici un outil qui s'appelle Fleet Manager. Ce qu'il permet de faire, c'est de déployer une partie de l'application de la configuration dans plusieurs clusters ou un cluster en particulier. Et retenez juste que l'outil pourrait vous aider juste en mettant des labels, de déployer votre workload en East to West par exemple parce qu'il est plus clean. Ok, donc là, on tacle l'aspect de region shift ou location shift. Sur l'aspect time shift, on va jouer sur le temps. Et l'algorithme le plus simple est d'appeler des API de forecast. Donc tous les fournisseurs d'électricité, de données d'électricité fournissent des API également pour dire dans les prochaines 24 heures, voilà l'énergie mix qu'on prévoit. Et donc à partir de ces données, on peut dire quel est le meilleur slot de temps dans lequel je vais exécuter mon job de 7 heures par exemple, ou mon job de 3 heures. Et encore une fois, rien qu'en faisant ça, sans optimiser l'application, on réduit les émissions carbone. Et troisième notion de carbon awareness, c'est là que je vais vous renvoyer vers la vidéo de KubeCon. On a fait un POC avec la CNCF, la Cloud Native Foundation, sur comment rendre Kubernetes carbon aware dans le sens demand shifting. Donc, quand l'énergie est moins green, je veux faire moins de choses. Quand elle est plus green, je vais faire plus de choses. Et le plus et moins de choses, là en l'occurrence, on parle de scalabilité, le nombre d'instances que je fais tourner à un instant T. D'accord. Et il y a un outil de facto qui s'appelle Keda, qui sert à scaler les applications dans Kubernetes. Et ici, je vous montre juste un petit bout de conf. L'idée, c'est qu'on va rajouter la section impact environnemental, qui dit si les émissions sont au-dessus de 300 CO2 par kilowatt, bah, je veux réduire le nombre de max réplica de mon application. Ce qu'on est en train de dire là, c'est quand l'énergie n'est pas green, rouler à 80 au lieu de rouler à 120. Il y a d'autres manières de faire de la carbon awareness. Donc là, on a parlé de CPU scaling. On peut jouer sur le type de VM dans lequel je vais faire tourner mon workload. Prendre des nœuds ARM dans cette architecture ARM qui sont plus efficients que d'autres technologies, etc., etc. OK. Et c'est le dernier mot de la fin. Tout ce qu'on fait est open source. On travaille avec la Gain Software Foundation donc sur les aspects spec également, et avec la CNCF sur l'outillage. Entre autres, le premier POC qu'on a fait ensemble, c'est Keda. Mais on prévoit également d'inclure d'autres travaux. Et tout ce qu'on fait est open source. Donc c'est le message de la fin. Alors, je ne sais pas si tu veux conclure ou... Oui, on a 5 minutes pour prendre des questions si vous le souhaitez. Okay. J'espère qu'on vous a... Moi, j'ai une question par rapport à ta présentation. Comment est-ce que tu calcules la consommation en kilowattheure d'une application ? Tu fais ça comment concrètement ? Ok. Alors, du coup, je reviens sur la formule de SCI qu'a présenté Prick il y a un moment. Pierre, pardon. Celle-ci. Oui, donc le E, c'est pour moi, c'est un grand mystère. Oui, la réponse, c'est que c'est le problème du clouder. C'est le problème de le fournisseur d'infrastructure. Il y a deux mondes. Le monde où vous avez vos propres infrastructures physiques, bare métal, et là, vous pourrez soit utiliser des CPU ou des GPU en fait, qui fournissent déjà ces métriques de température ou de consommation énergétique. Donc, c'est la CPU, c'est la techno qui le fournit. Ou sinon, vous pourrez installer des capteurs. Mais ça, je parle dans la théorie, dans le monde hardware. Dans le monde cloud. Oui, mais quand sur le même hardware, tu as 10 applications différentes, tu fais comment ? C'est toute la difficulté. Surtout qu'en Europe, on a la directive MID où normalement toutes les unités de mesure doivent être certifiées. C'est compliqué de mesurer en kilowattheure certifié, parce que c'est la directive européenne, juste une application qui tourne sur un bare métal plus gros. Je vois. Je ne sais pas répondre ça à a l'air compliqué. Ouais. Oui, de ce que j'ai compris, c'est pas de mon expertise. J'ai échangé avec des ingénieurs hardware qui font ça. C'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la conso CPU et la conso énergie. Donc on ne sait pas faire en fait une relation directe. On va plutôt utiliser des modèles de machine learning, de prédiction, où on va inclure plusieurs paramètres. Donc CPU, RAM, température, je pense même la localisation ou autre. Ce n'est pas mon expertise. Tout ce que je retiens, c'est que c'est le problème du cloud provider et on va utiliser des régressions, enfin des modèles de prédiction pour avoir la meilleure estimation finale. Alors, je peux compléter. Il y a deux choses. Sur la partie purement, on va dire, desktop, aujourd'hui, il y a des operating systems, dont Windows, qui fournissent des API extrêmement précises sur ce E. Chaque application, chaque process, aujourd'hui dans Windows, vous pouvez connaître 4 dimensions de consommation électrique, la partie qui part au display, la partie qui part au disque, mémoire et processeur.
Donc ça, ce sont des informations qu'on a aujourd'hui dans l'operating system Windows. Dans le cloud, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que quand tu fais tourner quelque chose, il y a toute une infrastructure et surtout, il y a la climatisation, il y a tout. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a fourni un système de calcul pour nos clients sur des infrastructures Azure, qui est basé, donc ça c'est tout à fait challengeable, mais en tout cas je vous l'explique parce qu'on a écrit un livre blanc là-dessus, qui est basé sur la facturation. Aujourd'hui, le plus petit dénominateur qui nous permet, nous, de facturer nos clients, en fait, c'est le plus précis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la facturation du client, on regarde combien il a consommé en électricité globalement le data center, et du coup, après, on fait par système de machine learning, on fait une répartition par unité de valeur. Donc aujourd'hui, c'est ce que font tous les hyperscalers, parce qu'on ne sait pas rentrer au niveau du bar métal et au niveau du processeur. C'est beaucoup trop complexe, surtout chez les hyperscalers. Quand je sauvegarde un fichier de 1 méga sur du storage, en fait, il est répliqué 3 fois, plus il est envoyé sur un autre data center. C'est impossible de calculer ce E de manière précise. Donc on calcule de manière inverse avec la consommation électrique que nous, on fait. Par contre, ce qu'on a annoncé très récemment, c'est qu'on va fournir une API qui permet justement aux applications de venir interroger ce système de calcul pour qu'il soit précis par processeur, enfin par workload. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 1 ou 2 ans qu'on travaille sur ces éléments-là. Le E, aujourd'hui, encore une fois, on le calcule de manière un peu inversée, qui est basée sur la facturation. Mais nos équipes produits sont en train de travailler pour que ce E soit beaucoup plus précis et qu'on le mette vraiment dans tous nos systèmes et dans tous nos workloads. Parce que quelque part, on l'a fait pour la facturation, parce qu'on sait facturer exactement les choses très très bien, ça vous en doutez. Et on va essayer de faire la même chose pour l'électricité. Aujourd'hui, comme on ne l'a pas, on a utilisé la facturation, mais c'est quelque chose qu'on va évidemment améliorer pour qu'on puisse respecter les fameux standards qui sont demandés. Donc c'est en cours de fabrication, mais c'est extrêmement complexe, surtout sur les hyperscalers qu'on n'est pas en bar métal. Donc c'est une réponse un peu complète, mais c'est effectivement un des plus gros sujets. Et toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est en fait se dire, ok, si eux, il n'est pas parfait, c'est pas très grave. Par contre, quelle est la tendance de mon application? Si aujourd'hui, j'ai mon SCI, il est à 100, je fais un checking de nouvelles fonctionnalités, est-ce que je suis à 200 ou est-ce que je suis à 110? En fait, c'est presque ça qui est le plus important en tant que développeur, c'est qu'à chaque fois que je rajoute des fonctionnalités, quelle est la tendance de mon application? Est-ce qu'elle est en train d'exploser ou est-ce que je suis en train de l'optimiser au maximum en rajoutant de très belles fonctionnalités, mais en ayant ce SCI qui n'est pas en train de monter en mode exponentiel? Et c'est plutôt ça qu'on va pousser aujourd'hui, plutôt que d'avoir un SCI ultra parfait, parce que c'est quasiment impossible, surtout avec des solutions cloud. Ça répond à la question, d'ailleurs très très longue. Est-ce que vous avez d'autres peut-être questions là-dessus ou sur ce qui a été présenté? Oui. Et on parlait de carbon awareness. I think it's really, really interesting because you want to consume less when the energy is, of course, not clean. I found it very difficult to measure that and to be able really to follow up the life of all these cloud applications. On that, how do you do it? Tu peux, Ok. vas-y, c'est- Ok, je répète la question. Oui. Donc, si j'ai compris votre question, c'est OK, on réfléchit à la partie carbon awareness pour consommer plus ou moins sur l'intensité carbone, mais du coup, comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'impact, on appelle ça les carbon savings? Comment est-ce que j'ai gagné en termes de carbon estimations? La réponse aujourd'hui, c'est qu'on connaît la théorie. Dans la pratique, le plus dur, c'est de retrouver les métriques, mais bonne nouvelle, c'est que la spécification SCI nous dit qu'on peut tricher en quelque sorte. C'est un peu ce que tu as dit, Pierre, dans le sens où si je n'ai pas les mesures, si je n'ai pas le E, je peux utiliser une autre métrique. Et donc, par exemple, pour les scénarios de carbon awareness pour le time shift, vu que le seul paramètre sur lequel je joue, c'est le temps, bah, je peux dire que ma formule SCI, je ne prends en compte que le I. I say that E est constant, je m'en fous. Je ne prends en compte que le I. Et donc, quand je time shift de 8h du mat à 13h du soir, j'ai le I qui change. Et je peux du coup estimer en pourcentage combien est-ce que j'ai gagné. Pour d'autres modèles, au lieu d'avoir le E, là je réfléchis Kubernetes, E c'est l'énergie consommée par mes applis. Ben, je peux dire combien, je remplace E par le nombre d'instances, le nombre de pods. Et donc ma métrique devient, à un instant T, combien de pods est-ce que je fais tourner selon l'intensité carbone. Et du coup je increase ou decrease mon nombre de pods. Et in fine, ce qu'on essaie de faire, c'est juste avoir un trend qui va nous servir pour les mesures,
même si la formule n'est pas parfaite. Et c'est ça qu'on dit avec la SCI, c'est on s'en fout en quelque sorte. C'est faites au mieux avec ce que vous avez. C'est un peu ça le message. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment de la réflexion, de la collaboration, enfin entre nous avec CNCF et d'autres fournisseurs. Et c'est open source. Si vous avez une idée, allez sur le repo, pushez une pull request, une issue. Vraiment, enfin, il y a des gens qui vont écouter. Voilà. Très bien, merci beaucoup.